Nous sommes en 1978 et j'ai 36 ans. Mon esprit cherche de nouveaux horizons à explorer. Ma vie intérieure s'enrichit de nombreux questionnements, mais qui étaient restés sans réponse. Alors je me suis inscrite à la dernière minute à un voyage en Inde organisé par 2 collègues, qui manquent d'effectifs pour profiter des réductions de groupe. Entendez par là que je ne me suis pas du tout préparé à ce voyage, et que c'est très bien ainsi. Je compte me laisser happer par eux et jouer un émerveillement face à des chasseurs de papillons qui se rendent en Inde et au Népal pour mettre en pratique leur formation. Alors, innocemment, je me suis acheté un filet à papillons télescopique parce que, on ne sait jamais, hein? Peut-être vais-je au-devant de pure merveille. Le départ est dans 2 semaines, durant les congés de Pâques, et je sens que ce voyage aura un effet bouleversant dans ma vie. Alors j'ai décidé de mettre les bouchées doubles pour terminer tout ce que j'ai entrepris. Car au retour, je risque d'être dans une autre mouvance d'énergie. Depuis quelques mois, je m'applique à écrire un livre relatant mon aventure avec les petites annonces. C'était tellement riche en découvertes et rebondissements et en remises en question qu'il fallait que je sorte cela de moi pour faire place à autre chose. Mais surtout pour mettre des mots sur mes émotions, mes sentiments et mes réflexes conditionnés. Aller à la recherche du mot qui exprime notre ressenti dans toute son ampleur et d'une richesse incroyable sur le plan du développement personnel. Écrire est une thérapie en soi, qui engendre une sorte de purification telle une catharsis. Cela permet à notre âme de se reposer, de prendre de la hauteur et de mieux accepter qui nous sommes, d'être plus tolérants avec soi-même et de faire un tri dans nos objectifs de vie, parce qu'il y a des objectifs qui nous appartiennent en propre, dont certains ont un sens dans notre cheminement, alors que d'autres sont là uniquement pour la galerie, pour nous créer un costume de scène. Et puis, il y a les objectifs qui appartiennent à nos parents et qu'on s'est appropriés inconsciemment pour garder le lien, la relation, garder l'appartenance. Et lâcher cela demande beaucoup de maturité et de rassurance. Mais plus vite on les lâche, plus vite on devient libre. Wow. Alors j'écris 12 heures par jour. Je ne fais que cela. Je veux terminer. J'ai obtenu un faux certificat médical d'1 semaine sans culpabiliser le moins du monde. Car je m'investis plus que de raison pour mon école durant toute l'année en ne comptant pas mes heures supplémentaires. Et je misais beaucoup sur cette publication de 200 pages. Mon atout était l'innovation. Rien n'avait encore été écrit sur les rencontres par annonce. Sur les agences matrimoniales, oui. Mais cela n'avait rien à voir avec mon sujet qui était beaucoup plus croustillant. Alors 2 jours avant de prendre l'avion pour Delhi, j'ai envoyé 10 copies de mon livre aux différentes maisons d'édition susceptibles de me publier. Mais la vie en avait décidé autrement, car en rentrant de voyage, mes yeux sont tombés sur le livre de Valérie Dax, qui avait pignon sur rue comme agence matrimoniale, et qui abordait le même sujet que moi. J'étais cuite. J'arrivais en 2e position et de surcroît sans notoriété. Alors j'ai dû faire le deuil de voir un jour mon livre dans la vitrine des libraires. Quitter l'air conditionné de l'avion et poser le pied sur le tarmac brûlant de New Delhi, vous donne l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. C'est le choc. C'est le choc des cultures. Vous êtes sur une autre planète. Lâcher prise dans l'instant est la seule chose à faire. Ne plus vouloir avoir le contrôle sur les événements, c'est le premier maillon de la sagesse indienne. Accepter d'emblée les contretemps et les contradictions. Sinon, il vaut mieux reprendre l'avion illico. L'Inde en 1978, c'est la désorganisation paroxysmique. La foule d'une densité extrême constituée de remous imprévisibles semble ne correspondre à aucune logique. Alors notre mental occidental déclenche en nous une peur animale face à ces hordes humaines, mais qui s'avancent de front.
Et pourtant, les gens arrivent à ne pas se toucher. Je n'ai même jamais ressenti le moindre frôlement lorsque je marchais à l'aveugle, l'œil fixé sur l'œilleton de la caméra et le gauche fermé à cause de la lumière aveuglante. Dans ces ruelles étroites de la vieille ville, qui sont seulement larges de 3 mètres, entre 5 et 7 personnes marchent de front, dans les deux sens. Vous vous attendez à pénétrer dans un matelas humain. Eh bien non, non. L'espace nécessaire à votre personne s'ouvre devant vous au fur et à mesure de votre progression. C'est surprenant. Alors au bout de quelques heures, la confiance est installée en moi et j'ai pu lâcher prise et m'abandonner au délice de capturer les images qui m'entourent. Eh bien, pour ne jamais oublier, c'est trop beau. Et là, en pleine euphorie intellectuelle, mes sensations corporelles me rappellent à l'ordre. Mon pied gauche s'est englué jusqu'à la cheville dans une épaisse bouse de vache. Par dégoût, j'ai très rapidement récupéré ce qui m'appartient, comme pour rebobiner le temps et me convaincre que rien n'avait eu lieu. Hélas, ma tongue était restée coincée au fond de la matière. C'est alors avec des hauts le cœur que j'ai dû partir à la recherche du précieux objet en caoutchouc, en bougeant les orteils dans tous les sens pour réinstaller la petite languette entre le pouce et le deuxième orteil, et arracher le tout accompagné d'un glouton bruit de succion. Eh bien, c'est ça aussi l'Inde. Le peuple indien est d'une beauté surnaturelle, surtout les femmes, jeunes ou vieilles. Leur démarche est d'une gracieuse élégance, dans leurs saris colorés, mais c'est le port de tête, altier, un peu hautain, qui les rend désirables et inaccessibles. J'avais envie de toutes les photographier, mais lorsque je leur demandais la permission, c'était avec un sourire qu'elles oscillaient la tête, comme ça, de gauche à droite. Alors désœuvré, je remballais mon appareil, croyant avoir reçu un refus. Mais la nuance est subtile entre le oui et le non, et il m'a fallu plusieurs jours pour les différencier. Le chef de notre groupe avait suggéré que nous remplissions nos bagages de médicaments et de petits objets pour les enfants, style des bics, des petits cahiers, des sifflets. Cela vous permettra, avait-il dit au retour, mais d'avoir de la place pour emmagasiner la foule d'objets que vous aurez envie de ramener chez vous. Et il avait parfaitement raison. Je me suis tellement laissé séduire que j'ai dû confier une énorme partie de mes achats à un transport maritime, qui après 2 mois a atterri au milieu de mon salon. Tout était là, soigneusement emballé à l'intérieur de la caisse rudimentaire, y compris l'odeur de l'Inde. Ressentir cela m'a fait replonger dans le voyage. J'étais bouleversée d'émotion. Nous avons quitté New Delhi pour Katmandou. Ce fut un vol effrayant. Nous occupions une carlingue dégarnie de tout habillage, et des milliers de boulons cliquotaient chacun à leur rythme, selon la distance qui les séparait de leur propre écrou. C'était dantesque. Et le pire fut l'atterrissage, parce que vu du ciel, imaginez un entonnoir de montagne au fond duquel se dessine une toute petite ligne claire. C'est la piste. L'avion commence à développer une spirale qui semble l'attirer dans ce gouffre. Les passagers s'accrochent, certains oublient de respirer, certains se signent. Et l'avion se rebiffe, il rugit, il vibre dans tous les sens comme si lui-même redoutait le pire. Ah, ouf, on a atterri. Chapeau, messieurs les pilotes. On est au sol et le silence nous tombe dessus. Tous les boulons se sont tus. Les portes s'ouvrent et l'enfer entre dans l'avion. 45 degrés sur le tarmac. Waouh! L'ambiance à la douane népalaise est très différente de l'Inde. Il y a de la réserve, donc je dirais même de la suspicion. Nous sommes des touristes, donc des dangers potentiels, risquant de corrompre une fois de plus leur société moyenâgeuse. Il faut reconnaître qu'ils se sont fait gruger par la horde de hippies à la recherche de leur plaisir, sans la moindre considération pour ce peuple naïf qui n'attendait qu'à offrir de l'amour. Alors touristes, cela veut dire drogue, hashish, marijuana. Dans leur culture, ces produits psychotropes sont consommés usuellement pour élever l'âme, pour voyager dans l'astral. Pour les hippies de l'époque, cela servait juste à se péter la gueule à volonté, quoi.
Pauvre culture occidentale. Quelle ne fut pas ma surprise, alors que nous visitions un temple bouddhiste entre ciel et terre, de découvrir quelques enfants blonds et roux, parmi la vingtaine de moignons en robe safran. Ils étaient complètement intégrés, ils jacassaient en népalais, comme des perruches, et ils pratiquaient les incantations comme les plus purs natifs. C'était attendrissant et révoltant à la fois. On les avait oubliés sur place. On n'avait pas prévu le billet de retour pour eux. Ou pire, leur mère était peut-être morte d'une overdose sur le bord de la route, dans ce paysage digne du nirvana. Mais la chose la plus révoltante que j'ai vue de ma vie, c'est en Inde. C'était une poignée d'êtres humains sans âge rampant sur le sol, déformés comme des bonsaïs, dus aux longues années passées depuis la plus tendre enfance dans des carcans de bois, obligeant leurs membres à suivre les méandres des entraves. Ils étaient là, à mendier dans la rue, sous l'œil vigilant de leurs bourreaux, noyés dans l'indifférence collective. Waouh! Détendez-vous. Je vais vous raconter les exploits de nos chasseurs de papillons. Il avait été convenu que les chasseurs, c'est-à-dire la jante masculine du groupe, prendraient un avion pour se rendre au plus vite sur le lieu stratégique de la chasse, c'est-à-dire au nord du Népal, à Pokhara, au pied de l'Annapurna, dans les contreforts de l'Himalaya. Et les femmes, elles feraient 2 jours de voyage en minibus agrémentés de moult visites culturelles et sociales. Ce qui me laissait prévoir que j'aurais peu de temps pour amortir l'achat de mon filet télescopique. Mais qu'à cela ne tienne, je suis du genre rapide et j'aurais été au fait de me constituer une petite collection. Je ne m'en fais pas. Mais ça n'en finissait pas de grimper en zigzag sur un dénivelé de 500 mètres et de redescendre en zigzag de l'autre côté de la colline pour aborder la 2e colline, puis la 3e colline et enfin la 15e colline. Alors arrivés sur place, nous avons été accueillis par un groupe d'hommes en short, campés dans des bottes en caoutchouc. Ils étaient couverts de stigmates sanguinolents, dus à une vingtaine de sangsues en pleine activité répartis sur tout le corps. Après 2 jours de combat, ils avaient décidé d'attendre qu'elles tombent d'elles-mêmes et de ne plus perdre leur temps à s'acharner contre cette évidence de la nature. Parce que attraper les papillons était 1000 fois plus important. En nous voyant, ils étaient heureux comme des gamins en colonie lors de la visite des parents. Je les entendais raconter à leurs épouses les prises exceptionnelles qu'ils avaient faites. Tu me croiras si tu veux, mais ce matin j'ai capturé un Hippolymas bolina. Et hier, tiens-toi bien, un Albunilla orbitolus. Alors moi j'ai demandé à voir ces choses sublissimes. Ouais. Et puis c'est avec un respect non fin qu'ils ont consenti à me montrer quelques-uns de leurs spécimens. J'avoue ne même pas avoir essayé de contenir mon fou rire face à cette bestiole grise sans panache. Mais des pareils, mais j'en ai plein mon grenier, je dis. Ça s'appelle des mythes. Il a refermé sa gibecière à coup sec. Et mon filet télescopique, lui, il n'a pas quitté ma valise. Voilà. Je pourrais encore vous parler de notre séjour sur un houseboat sur le lac de couleur jade, à Srinagar, au Cachemire. Un bateau entièrement sculpté à la main, une pure merveille, mais auquel il manquait les raccordements sanitaires des salles de bain. Quand on enlevait le bouchon de la vasque, l'eau usée tombait sur les pieds. Et pire, le cuistot qui préparait nos repas vivait dans une petite barque à côté du bateau. Et un jour, j'ai voulu voir où allait la chasse des WC. Je me suis penchée à cette adorable petite fenêtre enguirlandée de sculptures allégoriques et j'ai vu, comme je m'y attendais bien sûr, couler le produit de mes efforts dans l'eau limpide. Mais à 50 cm de cela, le cuistot lavait dans la même eau un poulet fraîchement déplumé. C'est peut-être cela qu'on appelle vivre en autarcie. Oh. Un des moments les plus forts du voyage fut notre escale à Amritsar, la ville des Sikhs. Vous savez, ces superbes mâles enturbanés,
portant le poignard et qui s'abstiennent de couper le moindre poil. Alors pour que cela soit plus confortable, ils rassemblent leur barbe en 2 longues tresses, avec lesquelles ils fabriquent un chignon au sommet de la tête, sous leur turban. Ils sont impressionnants, majestueux, un peu hautains, fiers de leur condition. Leur devise est de vivre au-dessus du monde matériel, tout en étant ce monde. Plonger ses yeux dans le regard d'un sikh relève de l'émerveillement, car il se laisse pénétrer au-delà du physique. Il vous laisse entrevoir son âme. C'est comme si 2 lettres illuminaient ses pupilles. La lumière vient de l'intérieur. Vous chavirez et des papillons s'animent dans votre ventre. Des milliers de pèlerins tournent en rond sur le pourtour d'un plan d'eau carré de 500 mètres, au centre duquel se dresse le temple d'or dans toute sa prestance. La philosophie sikh est orientée sur l'amour de l'humanité, elle engendre la tolérance et la fraternité vis-à-vis de tous. Et pour ce faire, ils offrent chaque jour des milliers de repas, qui sont préparés par des centaines de bénévoles. Alors portés par ce niveau de spiritualité transcendantale, nous sommes allés nous asseoir avec les pèlerins et avons dégusté le repas offert. Cela avait quelque chose de bouleversant d'être coude à coude noyé dans cette foule aux antipodes de notre culture. Ce voyage en Inde fut à la hauteur de mes espérances, vraiment. Les pieds bien ancrés dans la terre, mais la tête dans la spiritualité. Merci la vie.